Et bienvenue à Souche québécoise. Aujourd'hui, émission spéciale. En plus, j'ai une collaboratrice avec moi. Bienvenue, Rizlen. Bonjour Femina, merci pour l'accueil. Merci à toi d'être là. Puis en plus, on a eu une belle conversation. Ah, belle, tu dis, enrichissante, édifiante, mais surtout nécessaire. Effectivement, on a eu Fatna avec nous à l'entour de la table. De quoi on a parlé? Fatna nous a fait l'honneur, le grand honneur, je dirais, de nous lire sa lettre à son hijab. Un moment tout en frisson. On a parlé aussi du projet de loi 9 et de la place des femmes musulmanes dans la société québécoise. Je crois que c'est un épisode que tu veux vraiment pas manquer. Reste avec nous. Tu sais, je ne t'ai jamais parlé, ni même rappelé que depuis bientôt 4 ans, tu représentes une part de mon identité et de mon intégrité. Je tenais à m'excuser pour toutes ces fois où l'on t'a dénigré et où je n'ai pas su te défendre. Je m'excuse également pour les fois où on a tenté de t'enlever à moi, mais où je n'ai pas su hausser la voix contre ces gestes. Il y a bientôt 4 ans, je posais mes valises à Montréal pour la première fois. J'arrivais sans aucune attente, mais avec une envie trépidante de commencer cette aventure estudiantine. Pour la première fois, je voyais des femmes qui me ressemblaient, des maghrébines, des enfants de l'immigration, à des postes ou dans des formations où je n'avais pas l'habitude de les voir. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir des femmes portant le hijab être complètement investies dans leur pays, que ce soit à l'université ou dans le milieu associatif. Pour la première fois, j'ai cru que je pouvais franchir ce pas, faire ce choix délibéré d'être une femme musulmane portant le hijab, tout en pouvant aspirer à être jugée pour ses compétences et non pour son apparence. Pour la première fois encore, je voyais un champ des possibles plus large, plus authentique, plus digne de celui avec lequel j'avais grandi. Alors, un jour, j'ai fait ce choix délibéré de te porter, dans ce Québec où l'on ne m'a jamais questionnée, où j'étais une étudiante en sciences politiques comme une autre. Mais aujourd'hui, je viens te rappeler que l'armure qu'on a bâtie ensemble en France doit être revêtue, car oui, tu l'as entendu comme moi. Tu as entendu ces discours qui t'ont affligé et qui nous suggèrent l'effacement. Mais tu le sais et on l'a vécu ensemble, ce n'est pas dans notre langage, ni ici ni ailleurs, notre visibilité continuera. Wow. Voilà. Bienvenue, mesdames. Bienvenue, Fatna. Bienvenue, Rizlen. Merci Fermina. pour l'invitation, vraiment apprécié. Merci pour ta lettre. Je trouve que ça met la table. Tout à fait. Moi, j'ai le moton à la lecture de cette lettre-là. Pourtant, je l'ai lu, mais dans tes mots, Fatna, je dois avouer que c'est quand même très puissant. J'ai la chair de poule. Je te suis parce qu'effectivement, le lire, c'est une chose, t'entendre la lire, c'est autre chose. Ouais. Comment, si je peux me permettre, dans quel état d'esprit t'as écrit cette lettre-là? Honnêtement, je ressentais vraiment le besoin de dire ce que je pensais, ce que je ressentais, parce que pour moi, c'était une nécessité dans des sociétés où justement on a peu de canaux pour pouvoir parler en tant que femme musulmane qui pratique le hijab. Et j'avais l'impression que de rien dire, de laisser les choses passer et voir toutes ces nouvelles, tous ces discours, c'était un peu, en fait, ne pas résister finalement. Donc même si c'est juste un petit post comme ça, pour moi, il fallait qu'il y ait cette portée-là parce que je me disais probablement qu'il y a des personnes qui peuvent pas comprendre intrinsèquement comment tu peux vivre ces changements de situation, comment tu peux vivre ces processus de stigmatisation. Donc j'en avais besoin. En vrai, c'était aussi pour moi. C'était un peu salvateur. C'est un peu me dire, ok, ça me fait du bien d'en parler et ça me fait du bien de montrer aux gens, non pas dans une posture genre vraiment de me victimiser, non, mais de montrer que, écoutez, on peut parler et on est capable de résister et c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on a toujours fait. Donc maintenant, voilà, on pose les mots et puis c'était vraiment ça. Genre, j'ai vraiment pris mes notes un soir et je me suis dit, non, ça y est. Puis je me suis dit, où est-ce que je peux le faire? Où est-ce que j'ai un peu plus d'audience que sur... Enfin, ouais, vraiment, quel est le canal où j'ai le plus d'audience? Puis j'ai choisi de poster ça sur LinkedIn. J'ai reçu des messages vraiment d'autres aussi... femmes musulmanes qui pratiquent le hijab et qui m'ont dit genre merci, tu vois, genre c'est juste un post en soi, c'est pas un truc de malade on va dire, mais j'ai eu aussi ce truc de ok, genre I feel you, tu vois, donc ouais.
C'est ça, c'était vraiment cette dynamique-là. Et d'ailleurs, je te remercie pour l'intérêt que tu as porté aussi à ce message-là, que Rizlan porte aussi dans ses activités quotidiennes. Et puis j'espère qu'on aura un échange très enrichissant par rapport à ça. Je trouve que ta lettre, c'est autant, comment tu le nommes, c'est autant thérapeutique que militant. Ouais. Il y a aussi une volonté que je salue et que je porte à tes côtés, en toute solidarité, je suis sûre que Firmina aussi, on va arrêter de laisser le monde parler à notre place. Tu sais, avant d'entrer en ondes, on parlait du livre « Les femmes musulmanes sont-ils des femmes? » Oui, elles sont des femmes et elles ont une voix également. Puis, je peux comprendre aussi qu'au Québec, les lois sont de plus en plus liberticides. Donc, c'est vraiment important que des femmes comme toi prennent l'espace puis revendiquent leur identité, leur message. 100%. Puis je pense que c'est important que les femmes en général le fassent parce que, OK, aujourd'hui, là, peut-être que certaines ne voient pas l'imminence de pouvoir résister et d'en parler parce qu'elles ne sont pas directement atteintes par ces lois-là. Mais les processus d'invisibilisation, de vraiment taire la cause ou le corps des femmes en soi, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et les luttes n'ont jamais été pleinement acquises. Donc si aujourd'hui, l'objet, c'est les femmes musulmanes qui pratiquent le hijab, demain, ça sera une autre catégorie de femmes marginalisées encore. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est au-delà de l'intérêt que nous, on peut porter en tant que femmes qui sont directement impactées, il y a un intérêt aussi féminin commun à pouvoir dénoncer ça, vraiment. Ouais. Clairement. Et t'as dit beaucoup de choses. T'as tellement raison. Je veux faire un petit pas de recul sur ta publication LinkedIn. Tu dis, c'est pas grand-chose. Mais permets-moi de rectifier une petite information. Moi, quand j'ai vu ta publication, j'ai fait, ça prend des ovaires solides. Parce que, oui, tu as choisi LinkedIn, tu aurais pu choisir Facebook, tu aurais pu choisir une autre plateforme. Pour moi, LinkedIn est égal à la plateforme d'affaires. Ouais. C'est la plateforme où il y a les professionnels, où notre avenir professionnel aussi se joue parfois, les contacts, le réseau. Puis je me suis dit, quelle belle façon de placer ça là, puis de dire, hey, on va continuer d'exister. Mais tu sais, même sur le plan personnel, je savais que c'était un risque que je pouvais prendre, en termes aussi peut-être de future employabilité, mais je me disais, j'ai vraiment pas envie d'avoir un employeur qui ne va pas comprendre. Tellement. Qui ne va même pas daigner se soucier de ça. Donc, écoute, va sur mon profil et tu regardes et tu verras qui je suis, tu verras ce que je porte. Après, c'est entre toi et toi-même de voir si tu vas aller de l'avant ou non. Puis si tu veux pas aller de l'avant, ça en dit beaucoup aussi sur ta posture. Oui, parce que tu veux pas te retrouver chez un employeur chez qui tu peux pas respirer pleinement, tu nies une partie de toi-même, tu marches sur des œufs, j'en sais quelque chose. Je suis partenaire d'affaires en ressources humaines, donc tu sais... un safe space, ça peut exister chez un employeur aussi. Puis tu sais, le fait que, mettons, cette lettre-là, moi, ce que j'ai aimé, c'est... Le voile, c'est pas un objet abstrait. Il y a quelqu'un derrière, il y a... puis, tu sais, le fait que le voile soit en ce moment comme, les femmes voilées, ben... Puis là, toi, tu le portes, t'es comme, mais moi, je parle à mon voile. En plus, tu sais, c'est quelque chose de concret, qui te suit, qui fait qui tu es. En tout cas, là, les idées se bousculent dans ma tête, là, mais c'est important de reprendre, comme je disais, cette parole-là, parce qu'en ce moment, la situation des femmes musulmanes est tellement fragilisée dans les sociétés. Tu sais, c'est des statistiques, là. C'est comme, il y a tant de pourcentage de personnes qui vont perdre leur emploi dans les services scolaires, tout ça. Enfin, quoi. Peut-être que par rapport à ça, toi, tu pouvais aussi nous parler de l'expérience que tu avais eue avec... l'accompagnante de ton fils. Mais oui, parce que, en fait, la situation en ce moment, c'est qu'il y a eu, il y a le projet de loi de la laïcité de l'État. Et dernièrement, dans les derniers mois, il y a eu un projet de loi qui s'appelle le PL9, qui est le renforcement, en fait, de la loi de la laïcité. Ils disent renforcement. Moi, j'aime ça. Je préfère utiliser durcissement de la loi. Parce que moi, je trouve pas que ça la renforce. Je trouve que c'est plus dur, c'est plus... direct, je trouve que c'est frontal. Ouais, c'est plus cassant encore. Ouais, je trouve que c'est très frontal, puis c'est très parlant pour moi de ce que... Je veux pas dire le Québec, parce que c'est pas le Québec qui l'a décidé, que le gouvernement actuel
a décidé de mettre en place. Puis dans cette nouvelle, dans ce renforcement de loi-là, il y a le port de signes religieux qui est interdit dans les milieux de services de garde. Donc, que ce soit CPE, garde privée ou garde de milieu familial. Et moi, mon enfant a eu la chance, dans les 4 dernières années, d'être dans un milieu familial. Je dis la chance parce qu'on était dans un milieu privé au début. Il est resté quelques mois, on n'a vraiment pas aimé. Pas que les gens n'étaient pas, mais on n'a pas aimé l'ambiance, on n'a pas aimé l'atmosphère, etc. Mais on aimait l'éducatrice qui était avec elle, qui était avec lui dans son groupe. Et cette éducatrice-là nous a dit, je vois à quel point vous n'êtes pas tant bien. Juste vous dire, je pars mon milieu familial. Si vous voulez, il y aura une place pour votre enfant. Il y aura une place pour Nolan. Et on a décidé d'y aller. Malgré, on fait des pour et des contre, milieu familial, on ne sait jamais dans quoi qu'on s'embarque. On s'est dit, on avait une pleine confiance envers cette dame-là. Et pendant 4 ans, elle a été l'éducatrice, la responsable du milieu familial et l'éducatrice de mon fils. Et je la remercie parce que le cadre qu'elle a mis, la façon dont elle accueille mon enfant, qu'elle a pris soin de mon enfant pendant 4 ans, on n'a jamais eu le cœur à la bouleverse. On n'a jamais eu « est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il va être correct? » On n'a jamais eu ces sentiments-là parce qu'on savait qu'elle s'en occupait vraiment bien. Tellement bien que mon garçon, il disait qu'il préférait son couscous que mon couscous. Et qu'au final, elle a commencé à préparer du couscous pour nous, pour le soir à la maison, pour vous dire. Donc, tout ça pour dire que il était dans une milieu familiale où, justement, l'éducatrice, la responsable, elle portait justement le hijab. Jamais ça n'a été une question. Jamais ça a teinté mon garçon. Jamais il est arrivé à la maison pour dire j'aimerais changer ma confession de foi, etc. Je veux faire Ramadan. Je veux faire le Ramadan. Jamais ça n'a été une question. Puis ça n'a jamais teinté le service qu'elle a offert, autant auprès de nous, les parents, que de mon garçon Nolan. Et je trouve ça un peu déplorable. Pas un peu. Je trouve ça déplorable que des femmes risquent de perdre leur métier, leur emploi, parce qu'il arrive une situation, 2 situations, puis là, on essaye de créer plus gros que c'est, en fait, puis d'être plus rigide, plus sévère, quand il y a des gens qui font extrêmement bien leur emploi. Mais c'est plus loin que ça, en plus, Firmina. C'est pas juste le fait qu'il y ait 1 ou 2 situations. Moi, je pense que c'est plus d'instrumentaliser le truc pour faire... Bon, mais il y a des bonnes femmes, il y a des mauvaises femmes. C'est la catégorisation des femmes. Tu sais, comme on le fait avec les Angry Black Women, puis comme... C'est toutes ces catégories-là. Et... Tu dis, l'éducatrice de mon fils, elle est bonne, elle est gentille, elle est douce, elle est attentionnée. Mais elle a rien à prouver en plus. Je veux dire. Oui, elle connaît son travail. C'est ça. Elle a rien à prouver à personne. C'est ça. C'est une professionnelle au même titre que les autres, peu importe ce qu'elle a sur la tête. Donc c'est ça qu'il faut déconstruire. Mais honnêtement, il faut être aussi pragmatique. On est tellement loin dans l'engrenage là, de la catégorisation de qui est bien. Puis tu sais, c'est-tu à nous, les musulmanes, de rassurer la majorité? Non. C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que souvent, on entend les Noirs qui disent on doit lutter, nanana. Est-ce que ça vous revient à vous? Je vais te laisser parler, Fatna, parce que non. Honnêtement, déjà, avant de répondre à ta question, j'allais revenir sur ce que vous avez dit, un point qui est très pertinent. Bon, là, je vais un peu faire la politologue en herbe. Vas-y. On adore. Mais... c'est connu qu'il y a aussi une volonté de créer une panique morale pour justifier des projets de loi, notamment auprès de la majorité, au détriment, bien évidemment, tout le temps des minorités. Mais dans ces processus qu'on connaît, que ce soit depuis le débat sur la Charte des valeurs, les accommodements religieux, la loi 21, 94, 9, bref, on a une pléthore de lois de renforcement de laïcité. Et je pense que c'est bien de rappeler ce qu'est la laïcité. Normalement, c'est le retrait de l'État et sa neutralité. Sauf qu'on n'a rien de si peu neutre que le fait qu'un gouvernement puisse venir dire comment une femme doit pouvoir être dans son processus de subjectivation de son corps. Donc, c'est-à-dire, comment moi, je me réveille le matin, puis je vais aller au travail et je me dis... Ah, c'est vrai que Drainville, il a dit que si je voulais garder mon travail, je devais enlever mon hijab. Mais Drainville n'a rien à faire dans ma tête le matin quand je vais au travail. C'est clairement pas sa place. Lui, il est censé être à l'Assemblée à faire en sorte que les lois soient celles du commun. Mais là, c'est plus celles du commun.
là, c'est celle de l'invisibilisation. Et je pense que c'est vraiment important de rappeler que dans nos démocraties occidentales, la laïcité, c'est une valeur qui est forte. C'est une valeur qui est normalement celle de l'inclusion et du rassemblement. Elle se veut normalement le vivre ensemble. Exactement. Oui. Oh là là. Sauf que... Un mot. Un mot pour tout. Ça. Exactement. Sorti il y a quelques... Ah oui, ça c'est la carte. 100%. Mais donc, c'était juste quelque chose que je voulais poser pour aussi rappeler aux auditeurs et aux auditrices que, voilà, personne ne dit que, voilà, on est contre la laïcité ou quoi. Non, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que c'est un leurre que de dire qu'on veut protéger et préserver l'identité québécoise, la société, toutes ces valeurs intrinsèques. La révolution tranquille a été faite. Maintenant, on est dans des sociétés qui sont aussi diverses et qui doivent pouvoir donner des droits fondamentaux à cette diversité et non pas les exclure. Et c'est ce qui se passe concrètement. Bon, après, je m'en parlerai peut-être... Non, continue. Non, parce que j'ai peur de ne pas répondre à la question de base. Donc, je préfère répondre à la question qui est. Est-ce qu'on doit porter ces luttes en tant que femme musulmane? J'avais perdu le fil, tu vois. Ouais, non, je m'en suis rappelée. Honnêtement, je te dirais que normalement, selon moi, ça devrait être un travail qui est conjoint dans les milieux militants féministes. Je pense notamment à tous les groupes qui existent ici, à Montréal, mais au Québec en général. Bien qu'il y a eu aussi des critiques qui ont été faites, je pense à une chercheuse qui s'appelle Sarah Taher qui expliquait justement le problème pour certaines organisations féministes de pouvoir inclure la question des femmes musulmanes. Donc un féminisme qui est excluant, mais on sait qu'il existe. La colonisation nous l'a montré. Oui, on le sait très bien. On le sait très bien, oui. Mais non, pour moi, ça devrait être des luttes qui sont convergentes. Puis c'est ça, genre oui, les femmes musulmanes peuvent l'investir, mais comment? Si dès lors que, par exemple, quand on a eu les auditions pour la loi 21, elles-mêmes n'étaient pas représentées, que dans des plateaux médiatiques, on ne les voit pas, toute cette question de la représentativité, elle n'est pas là. Est-ce que ici au Québec, par exemple, on a eu des élus qui pratiquent le hijab? Pas encore. On a une qui s'est présentée, oui, mais elle n'a pas gagné. Elle s'était présentée avec Québec solidaire. Ouais. Elle n'a pas gagné ses élections. élections. Une campagne médiatique qui était très défavorable. Effectivement. Ouais, c'est sûr. Donc c'est ça aussi, c'est de montrer que non seulement on ne veut pas les voir, mais on ne veut pas les entendre. Puis en fait, on veut juste pas les considérer. Donc c'est vraiment, pour moi, la lutte pourra pas... Enfin, je sais pas après, peut-être que oui, mais je pense que la lutte pourra pas être à 100% efficiente si il n'y a pas vraiment une convergence entre les différents groupes. Selon moi. Oui. Après. Non, mais moi, je suis quand même dure parce que, je trouve, par exemple, quand il y a des événements terroristes XY dans le monde, souvent, je trouve que ça revient à nous de déconstruire les biais puis de dire non, mais moi, je suis pas terroriste en vrai. Oui, ouais. Mais ça m'appartient pas. Je veux dire, c'est pas comme si j'habite un espace où je me situe comme terroriste puis je dois en sortir. Non, je l'ai jamais été. Pourquoi tu penses, toi, pourquoi tu fais le raccourci que Rizlan est musulmane et donc elle est terroriste? Fatna, non, c'est jamais à nous de nous sortir de là. Puis ça, c'est des construits desquels il faut se départir. Donc moi, c'est pour ça que je suis comme, c'est pas ma responsabilité. Puis je vais faire un lien avec ce que mon très cher ami Randy Legault-Rankin, qui est commissaire au peuple autochtone à la ville de Montréal, tu sais, lui, là, il fait jamais de reconnaissance territoriale. Parce que c'est pas à lui de le faire. Parce que lui, il est comme, je suis en territoire non cédé, je le sais, c'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire. Fait que moi, je porte ma lutte un peu de la même façon que les peuples autochtones le font. Eux, ils savent là, qu'ils sont pas une minorité. C'est plus dans cette tangente-là. Mais je te rejoins, Fatna, sur les groupes féministes, puis comment les féminismes, puis comment dans certains groupes, oui, la voix des femmes voilées est accueillie et valorisée et socialisée, et dans d'autres, il y a plus, c'est plus perméable et tout, mais bon, les féminismes, c'est aussi au pluriel. Puis il y a aussi des féminismes qui partent aussi du principe que les femmes voilées n'ont pas d'esprit critique. Oui. Puis à mon sens, c'est une faille. C'est pas vrai. Ouais. C'est ça. C'est totalement vrai. Puis je pense que je peux te rejoindre sur un aspect, c'est
parce qu'on a vu aussi qu'en France, on n'a pas réussi à le faire. Puis comme on en parlait tout à l'heure, il y a aussi une très grande similarité entre ce qui se passe actuellement au Québec et ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer en France. On est quand même arrivé à une situation très, très critique. Hein. Oui. On a eu un rapport un livre qui est sorti qui était « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes » pour reprendre une célèbre citation de Nicolas Sarkozy. Non, mais je veux dire, genre dans ce livre, ça a vraiment montré à quel point il y a une chute des cerveaux en France de la communauté musulmane que... Bon, malheureusement, ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas les capacités financières de pouvoir partir, qui n'ont pas les capacités non plus par le biais de l'éducation. Je pense notamment aux programmes d'échange, etc. Et donc, ceux qui partent finalement, c'est ceux qui peuvent servir, enrichir la France sur bien des domaines. Et je pense que en ça, le Québec n'a vraiment pas la prétention de pouvoir faire comme la France parce que il y a tellement de choses à bâtir encore, il y a tellement de choses à construire, il y a tellement de choses qui sont critiques. Enfin, je prends juste le cas de la ville de Montréal, mais quand on a des citoyens qui sont en train de remplir les nids de poules de leur initiative... Big up à lui, par exemple. Ouais. Tellement hot, ce monsieur. Non, vraiment, il faut le dire, mais quand c'est aux citoyens de faire le travail des politiques, c'est que là, il y a quelque chose. Il y a un enjeu. Oui, il y a un manque à gagner. Il y a une faille à quelque part. Il y a un manque. Puis, ça a été aussi quelque chose qui a été rapporté, mais cette chute des cerveaux qui prend place en France, elle prend place ici parce que pour beaucoup, la solution, c'est l'Ontario. C'est à côté, c'est proche, mais c'est pas le même régime de laïcité. Ouais. Mais tu sais, Fatna, puis t'as parlé de révolution tranquille. Le Québec a une histoire compliquée avec la religion. Ouais. Et encore plus avec la religion institutionnelle. Donc, tu sais, tout le rapport aux religieux qui s'occupaient du social, tu sais, de l'éducation, de la santé, tu sais, qui ont été... Et de la politique, en fait. Et de la politique. Les mecs, ils avaient le bras long. Ils se grattaient les pieds sans se pencher. C'était quand même fou. Tu sais, je comprends qu'il y ait peut-être comme... Puis là, je fais l'avocat du diable, là. On parle de religion, mais le backlash est trop fort. De là, on veut plus de religieux dans toutes les sphères et incluant l'éducation, la santé. Je suis pas d'accord parce que, je sais pas, Amina qui travaille en garderie, elle est pas politique, tu sais, je veux dire, elle vit sa foi, elle est professionnelle et c'est son gagne-pain aussi. Moi, c'est vraiment ça, en fait, qui me blesse le plus. Il y a quand même des milliers de femmes qui vont perdre leur emploi, qui vont se retrouver en précarité financière et ça me déchire parce que c'est déjà des citoyens de seconde zone, ils ont déjà moins de privilèges que la majorité, et là, on les accule encore plus loin. Comment on fait? Mais tu sais, par rapport à ça, il y a une chercheuse qui s'appelle Zeynep Diab, qui a défendu sa thèse en 2025, qui justement mobilisait un concept très fort, et je pense qui est très, très, très réel, c'est celui de la mort sociale des femmes musulmanes, comme impact finalement de la loi 21. Bon, là, elle était sur la loi 21, mais je pense que si on inclut toutes les autres lois, on est sur quelque chose d'aussi réel et d'aussi brutal. Justement, en fait, c'est de montrer à quel point le fait d'avoir des lois qui vont interdire le port de signes religieux, pour ne pas dire le hijab, dans certaines fonctions, on sait qu'on va exclure une partie de ces femmes. Mais dans cette exclusion, qu'est-ce qui se passe? De l'isolement. Et dans cet isolement, il y a aussi beaucoup de mécanismes psychosociaux qui se mettent en place, de retrait, développement de maladies. Et la réalité, c'est ça. C'est une réalité qui est brutale et qui est aussi tellement intrinsèque. Je veux dire, genre, il y a un autre aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais Achille Mbembe, qui parle de nécropolitique, qui explique que des pouvoirs ont la possibilité de pouvoir décider qui est en vie et qui est mort. En gros, c'est vraiment genre la force de la décision sur la mort, mais notamment la mort sociale et symbolique. Et justement, Zeynep Diab mobilisait ça dans l'islamophobie pour montrer que les pouvoirs vont vraiment mettre en place des régimes de mise à pied de certaines populations. Et d'abord les femmes, bien évidemment, parce que ça a toujours été d'abord les femmes. Toujours les femmes. Mais en ça,
réellement, là, on parle de l'impact que ça peut avoir sur les services, sur l'emploi, etc. Mais sur l'individu en tant que soi, c'est un impact qui est tellement fort et tellement brutal parce que c'est pour beaucoup, il y a toute une trajectoire d'immigration, il y a toute une question d'intégration. Parce que pour faire moi encore, je suis très favorisée parce que j'ai fait France-Québec. Et en ça, je sais que je suis très favorisée parce que j'ai pas eu de problème de visa. J'ai pas eu à avoir ce stress de savoir que mon passeport n'était pas puissant, entre guillemets. Donc, même si ça a été un parcours qui était long, il n'a pas été aussi difficile que d'autres. Alors, rajoute à ça ce désir, parce que c'est ça qui se passe. Quand tu arrives dans une terre d'accueil, tu as l'impression que le champ des possibles est hyper vaste, puis tu vas pouvoir t'impliquer ici et ça. Et puis, on le voit, pourquoi ces femmes vont à l'université, pourquoi elles étudient, si ce n'est que pour pouvoir servir finalement la société dans laquelle elles sont. Et finalement, voilà, tu te retrouves à la fin, on te dit, mais non, en fait, c'est soit tu vas tronquer ton identité, tes croyances qui te sont propres, ou bien tu te mets de côté. Et tu te mets de côté comme femme, comme professionnelle, mais comme citoyenne aussi. Exactement. Et ça, pour une démocratie, c'est profondément hypocrite. Ah oui. Puis parlons d'hypocrisie, on en a parlé avant, mais... hors d'onde. Oui, hors d'onde. Mais la sacro-sainte égalité homme-femme. Je voulais mettre en colère Fermina, c'est pour ça que j'en ai parlé. Mais c'est ça qui est brandi pour les lois liberticides comme la loi 21, la 9 et tout ça. Mais c'est ça. Dans un but de rétablir, parce qu'on est plein de vertus. Nous, hommes blancs au pouvoir, on est plein de vertus. On veut votre bien. Mais vous le savez pas encore. Et voici comment l'obtenir. Enlève ton voile. Donc, moi, c'est ça qui me met le plus mal à l'aise. Et je pense aussi, vous aussi, mesdames. Oui. Clairement, on parlait d'instrumentalisation, ça, c'en est une. Parce que de brandir le fait que c'est pour aller rechercher l'égalité femmes-hommes, que les valeurs, c'est ça, parce que là, on parle d'identité québécoise, les valeurs québécoises, l'égalité femmes-hommes est au centre des valeurs québécoises. Et dû à ça, nous demandons justement le retrait de signes religieux. Je trouve que c'est de l'instrumentalisation à son maximum parce que si on parle d'égalité, j'ai le droit de choisir ce que je porte. J'ai le droit de me vêtir de la façon que... Et j'ai le droit d'avoir la foi que je veux où je veux. Et là, je me dis, mais on parle pas d'égalité du tout, là. Du tout, parce qu'on le dit depuis le début. Qui sont les personnes qui vont le plus être touchées par ce renforcement de loi-là? C'est les femmes. Elle est où l'égalité là-dedans? Et ça, tu vois, c'est un concept qui s'appelle le fémo-nationalisme. Oui, j'ai dernièrement pris connaissance de ce concept. Le fémo-nationalisme. Donc, c'est vraiment cette volonté. Donc, c'est d'ailleurs très hypocrite, on va y venir, mais c'est vraiment cette volonté, comme vous l'avez très bien dit, de brandir le féminisme d'État. C'est très drôle, Le féminisme d'État, dans une logique aussi, faut le préciser, encore coloniale, de salvateur. On vient libérer les femmes. Ah oui. Puis c'est nous qui pouvons le faire. Oui. Et on est encore aussi dans une double peine pour ces femmes-là parce que on va partir soit du principe qu'elles sont soumises à un homme de leur famille, un mari, un frère, un père, ou bien, finalement, ça va être une soumission à l'État. Mais à aucun moment, il y a la question du libre arbitre. À aucun moment, il y a la question de la propre conscience de soi. Vraiment, à chaque fois, tu es l'objet de quelqu'un. Puis, tu es sur la place publique et on va discuter. Voilà, t'es au milieu, on va dire. Mais t'es au milieu, tu fais pas partie de la conversation. Non, exactement. On parle pour toi. Mais c'est pas justement, Fatna, je connais pas, moi, ce concept, fait que tu m'éclaires de tes lumières, j'adore. Mais c'est pas justement dire, mais tu sais pas ce qui est bon pour toi. Moi, je le sais, ce qui est bon pour toi. T'es pas capable de t'exprimer, t'es pas capable... Moi, laisse-moi te guider, puis tu sais, c'est un peu le white savior. C'est tellement ça, puis même, je trouve ça tellement hypocrite, parce que juste à cette année, on a combien de féminicides? 10. On est rendu à 10. On est rendu à 10. Selon la CSN, 11, mais ouais. On est le 8 Hier, il y en a eu un. Ah, ça me déchire. Et donc, vous êtes un État qui est féministe? Vous portez même pas cette cause? Ah, oui. On n'en parle pas. Non. La loi Gabi-Renault, ça fait des mois qu'on en parle. Exactement. Adoptez-la qu'on en finisse. 100%. Et c'est très peu en plus, cette loi-là. Mais bref, oui, je suis en colère. Mais tu vois, ça en dit long sur cette hypocrisie puis cette instrumentalisation parce que
non mais arrêtez. À quel moment vous êtes venus sauver les femmes? Et pendant combien de temps elles ont dû lutter pour avoir ne serait-ce que des droits civiques. Effectivement. Et on peut parler des femmes autochtones disparues et tuées. Oui. Un État féministe, c'est sûr. Il y a des centaines de femmes autochtones qui disparaissent chaque année. On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas s'il y a des traites d'humains. Mais encore une fois, Amina au service de garde, on va y enlever. On va y dire comment c'est ça. C'est vraiment ça qui, je trouve très, très hypocrite, mais qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés. Et c'est ça qui est, je pense, très alarmant. Et puis c'est ça. Ça m'amène à vous poser la question qui est centrale de ce balado. Suis-je québécoise? Est-ce que vous êtes québécoise, mesdames? Je te laisse répondre. Moi, j'ai déjà répondu. C'est vrai. Moi, oui, je suis québécoise. Je suis tout aussi québécoise qu'algérienne. Quand je suis trop québécoise, je suis trop algérienne. J'en ai déjà parlé aussi de cette façon de m'ancrer puis de me désancrer. Et quand il y a des débats comme celui-là où des femmes sont exclues, ben moi, je deviens profondément en colère. Vraiment. Moi, ma mère porte le voile. Elle vit de la violence très souvent dans les épiceries, des doigts d'honneur brandis dans les parkings. Je vous donne une petite anecdote. Ma mère, récemment, elle devait aller chercher mes enfants à l'école. Puis, elle m'a appelée, elle m'a dit « Rizlaine, mais je fais comment? Ils vont-tu me juger? » Genre. Pourtant, ma mère, ça fait 20 ans qu'elle habite ici. Et puis, j'étais comme « Mais maman, c'est ton nom, là. C'est toi la personne d'urgence. Tu rentres et c'est tout. » Mais vous voyez, elle a comme ce réflexe-là. Et comme « Je veux pas nuire à tes enfants parce que moi, je porte le voile. » C'est terrible. C'est terrible. Fait que oui, je suis québécoise parce que ma mère est québécoise aussi. Puis que personne a le droit de nous dire qu'on n'est pas québécoise. Tu sais, moi, Firmina, j'occupe tout l'espace que je peux. Puis cette lutte-là, je l'occupe pleinement. Tant pis pour ceux qui sont pas contents. Non, c'est à 100%. Alors moi, est-ce que je suis québécoise? Est-ce que tu es québécoise, Fatma? Honnêtement, moi, je me sens québécoise d'adoption, je dirais. J'ai vraiment, comme je vous en avais déjà parlé, quand je suis arrivée ici, c'était waouh! Disneyland, là. J'étais vraiment en mode, c'est magnifique, tout le monde est gentil. Dès que j'ai commencé à porter le hijab, parce que c'est ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais à titre personnel, j'ai vraiment trouvé en Montréal et au Québec la possibilité de pratiquer le hijab. Chose que je m'auto-censurais énormément en France parce que je savais que j'étais dans des milieux qui étaient tellement, tellement, tellement excluants que si je venais avec un hijab, j'allais vraiment, comme, je sais pas comment expliquer, même si c'était vraiment une volonté qui était intrinsèque, je me suis dit que ici c'était possible. Et dans ce ici c'est possible, il y a un amour inconditionnel que j'ai aussi créé avec Montréal, avec le Québec, avec ma première expérience avec le Québec. Une histoire d'amour comme on n'en a pas deux. Et c'est pour ça que je me sens québécoise d'adoption. Mais je pense que je suis vraiment dans une identité qui est très, très malléable. Dans le sens où, voilà, je suis là depuis quelques temps, mais je suis encore pas vraiment... Enfin, je suis pas citoyenne, je suis pas ma résidence, je suis sous statut d'étudiante internationale, mais j'ai profondément aimé la culture. J'ai profondément aimé les gens, j'ai profondément... je sais pas comment expliquer, mais vraiment noué une relation qui était beaucoup plus forte qu'avec l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et pourtant, j'ai grandi dans cet environnement, mais j'ai tellement entendu des choses et un climat qui était vraiment très, très, très maladif, très, très, très pourri en France. Raciste? Pourquoi tu dis pas le mot? Maladie, oui, c'est raciste, c'est sexiste, c'est tout ce que vous voulez, hein, tous les istes, c'est ça, littéralement. Et donc, quand je suis arrivée ici... ouais, exactement. Donc, arriver ici, c'était comme, waouh, mais en fait, c'est possible. En plus, ils parlent français. Genre, c'est génial. Oui. C'est génial. Vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Disneyland qui parle français. C'est génial, c'est en français. J'ai pas à faire d'efforts à parler en anglais. Parce que franchement, je fais pas peur. Et là, t'arrives, puis finalement, quand tu t'intègres un peu plus, t'arrives face à un système. Puis je pense que c'est ça aussi, quand je vous parlais de lune de miel qui s'est achevée, c'est une lune de miel qui s'est achevée par la réalité aussi systémique au Québec. Et
Et je l'ai vu, je l'ai vécu. Un racisme de plus en plus décomplexé, de l'islamophobie de plus en plus frontale. J'avais jamais vécu ça. Vraiment, moi, c'était... Je me rappelle, quand je venais de porter mon hijab, c'est tout bête, hein, c'est une anecdote, je me baladais, je sortais de l'UQAM, puis j'ai un monsieur, vraiment, c'était une personne âgée, c'était un Québécois qui vient me voir, qui me dit « Ah, mais vous êtes magnifique, ça vous va super bien, passez une bonne journée. » Et je vous jure, hein, que j'en ai pleuré parce que je me suis dit, j'ai jamais vécu ça en France. Vraiment, je me suis dit, la France, c'est ma vie, c'est ma terre, je suis née là-bas, voilà. Oui, tes parents c'est là que je vais vivre. Et je savais pertinemment que j'allais revenir et que c'était ici que j'allais m'établir. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'une fois ici, finalement, oh non. ce qui s'est aussi passé, c'était que voilà, genre on m'a insulté, on m'a expliqué que j'avais rien à faire ici, que les immigrants allaient tous mourir, que c'était n'importe quoi de porter ce chiffon sur la tête. Enfin, je suis désolée, mais vraiment, si on commence à faire les juges vestimentaires, moi aussi, j'aurais des choses à dire sur le... J'ai vraiment du mal à comprendre qu'aussi, parce que je trouve que c'est ça qui se passe, des personnes qui, de base, n'avaient pas... ne tombaient pas dans ces idéologies, ont commencé à avoir vraiment un discours de plus en plus extrême. Mais là, on parle de l'islam, mais c'est aussi des crises masculinistes, des crises identitaires qui touchent vraiment toutes les générations, autant les jeunes que les jeunes adultes, que les personnes âgées. Et tu le vois, tu l'entends. Ça, globalement, je pense que c'est quelque chose qui traverse les sociétés occidentales, qu'il y a vraiment genre, une porosité de discours qui vont vraiment pour les extrêmes. Ouais. Et en ça, toi, t'as un dommage collatéral, finalement. Mm-hmm. Oui, en ce moment, il vente fort, puis le vent, c'est un vent de fascisme. On va aussi nommer les mots. Oui, c'est pas un jugement individuel, mais c'est ça. C'est sûr que les groupes minoritaires sont touchés, sont plus fragilisés par la colonisation, par plein d'aspects. Mais oui, faut le dire. Mais est-ce que toi, par exemple, Fatna, il y a des moments où tu as pensé à enlever ton hijab? Non, jamais. Jamais. Hein. Jamais. En fait, pour moi, c'est juste insensé. Très honnêtement, genre, je me suis toujours dit, mais ça va pas. Non. J'ai eu une anecdote j'ai eu 2 anecdotes par rapport à ça, et c'est pour ça que dans ma lettre, je dis, les fois où on a essayé de te retirer à moi, c'est que une fois, c'était la première fois que j'allais au Sénat en France. Donc, c'était dans un cadre associatif. Voilà, on animait le forum des élus France-Maroc à Paris au Sénat. Puis le soir, on avait un cocktail dînatoire. J'étais là, et j'étais la seule qui portait un hijab, bien évidemment, mais j'ai beaucoup vécu ça en France. Et j'ai un homme qui est arrivé par derrière et qui m'a tiré mon voile. Non. Si. Et qui m'a dit... depuis quand on laisse l'État islamique rentrer dans nos institutions? Ouais. Ah non, c'était violent. J'ai mal au cœur. Ouais, non, c'était violent. C'était très violent. Puis là, genre, je me suis dit, tu sais pas que comme ça, j'ai encore plus envie de le garder, genre. Vraiment. Ouais. Dans l'adversité, toi, ça te... Ouais. Déjà, parce que j'ai ma foi, puis j'y crois, et je le pratique en soi. Oui. Mais au-delà de ça, c'est parce que pour moi, c'est juste impensable qu'on vienne me dire quoi que ce soit sur quelque chose que je peux faire. Je suis très têtue en plus, hein. Donc même quand ma mère me dit non, ça, t'aurais peut-être pas dû le faire, etc., je ne l'écoute pas. Mais alors en plus, si toi, je te connais pas, tu viens et tu me dis... Ouais. Je pense que tu devrais... Mais on me l'a dit, très honnêtement, j'ai eu aussi une autre anecdote, ça c'était plus dans le milieu académique, où j'avais un professeur qui m'expliquait que le droit au blasphème, c'était un droit qui était vraiment primordial. Et que, en soi, moi, avec ma présence, c'était comme si que je bafouais ce droit au blasphème. Là, je lui ai dit, mais honnêtement, monsieur, vous faites ce que vous voulez. Enfin, ça m'importe pas, puis ça m'intéresse pas. Il m'avait expliqué que si j'étais vraiment une enfant de la République... Est-ce que c'est déjà là? Ouais. Oh, bon secours. Il m'avait expliqué que si j'étais vraiment une enfant de la République, je devrais pas mettre un hijab. Puis... Je suis fatiguée. Ouais. Et là, je lui ai expliqué, il avait un téléphone, bon, c'est tout bête, il avait un téléphone à clapet. Nos ancêtres, les Gaulois. Ouais, vraiment. Ça dit vraiment ça. Le gars, attends, mais il avait un téléphone à clapet. Puis là, je le regarde, je dis, honnêtement, moi, monsieur, j'ai beaucoup à dire sur votre téléphone à clapet, mais je me retiens depuis tout à l'heure. Puis vous me permettez? Et là, il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais, et pour moi, ça en dit beaucoup aussi sur les hommes.
Il m'a dit, mais avec tout ça, moi, je peux pas voir ce que j'ai envie de voir. Oh, C'était mon directeur. C'était mon C'est directeur. ça le truc. Wow. Not all men, mais Ouais. c'est quand même tout le temps des hommes. L'ours. Oui, c'est ça, L'ours. l'ours. Ah ouais, non, mais l'ours ou l'homme. Ouais, l'ours. Ah, L'ours. 100 fois l'ours. L'ours. Bah ouais. J'ai fait Ah, que je m'en suis... fous, ouais. Ouais, je préfère... Je préfère l'ours. Je préfère l'ours. Je sais à quoi m'attendre. Ben, ça m'amène à une question. Est-ce que on traite différemment, je vois déjà la réponse, mais quand même, je vous entends là-dessus. Est-ce qu'on traite différemment une femme musulmane qui a justement des signes religieux visibles, contrairement à une femme qui est musulmane, qui n'a pas justement de signes religieux visibles sur elle? Absolument. Déjà, bon, femme musulmane, puis c'est drôle parce que Fatna, elle a dit moi, je suis têtue. Mais ça, c'est déjà comme acquis. Tu sais, moi, dans un processus d'entrevue, on m'a dit oui, mais vous, les femmes maghrébines, vous avez une grande gueule, vous êtes têtues. Non. Ouais. Et du coup, je me dis, si en plus, je mets en surbrillance cette différence, genre, je mets un voile, là, c'est encore pire. Là, c'est comme si je m'enfonce. Justement, tu sais, c'est ça dans... Tu sais, toutes les femmes, l'orientalisme, là, toutes les femmes, comme on est... C'est ça, il y a... Fait que oui, je m'enfoncerai encore plus, mais... Puis je réitère que moi, je vois ma mère, tu sais, comme... c'est vraiment physique, la violence qu'elle vit. C'est vraiment... oui, on le sait, tu sais, c'est systémique, c'est institutionnel, mais c'est aussi concret. C'est ça, c'est quand... Pratiqué quotidien. Exactement. C'est normalisé. Puis je rejoins Fatna où elle dit il y a un racisme décomplexé. Il y a une misogynie ordinaire qui circule. Il y a un fascisme ambiant qu'on peut pas nier. Fatna, toi, t'en penses quoi? Moi, par rapport à ça, je pense que les femmes musulmanes qui pratiquent pas le hijab sont aussi fortement discriminées parce qu'il y a aussi une racialisation de l'islam. Qu'une femme, par exemple, d'apparence maghrébine ou Asie du Sud-Est ou quoi que ce soit, va être directement accolée à l'islam. Qu'elle pratique le hijab ou non. Parce qu'on va faire directement l'amalgame de arabité, islam. Donc, il y a cette discrimination-là. Il y a aussi la double discrimination de genre. Mais dans la pratique du hijab, ce qui se passe, c'est que vraiment... c'est ta visibilité, c'est vraiment ça l'enjeu à chaque fois, c'est qu'on te voit, mais qu'on veut pas te voir. Ah, c'est fort. Mais c'est ça, mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ça qui se passe. Mais puis aussi, il y a une autre discrimination dont on parle pas, c'est aussi des femmes qui sont perçues comme musulmanes, mais qui le sont pas et qui le vivent. C'est vrai, ça. Ça existe. Et il faut aussi en parler. Ça, il y a aussi des hommes qui le vivent. Mais comme il y a aussi ce processus de racialisation de la religion musulmane, des personnes qui vont avoir des codes qui sont rattachés à des biais cognitifs qu'on a en Occident, qui sont rapportés à l'islam, vont aussi recevoir des discriminations, du racisme, des complexés, alors même qu'ils ne pratiquent pas l'islam. Mais c'est vraiment aussi parce qu'on a tout un imaginaire, puis t'en parlais aussi tout à l'heure avec l'orientalisme, on a tout un imaginaire qui a été créé, mais qui a aussi été, alimenté autour de l'islam. Nourri, c'est... Et de façon très diffuse aussi, hein, parce que je pense que même moi, des fois, je me dis, moi-même, je dois me déconstruire sur mes propres biais, alors même que je pratique le hijab, mais parce que ce soit dans l'éducation, dans tes manuels à l'école, que ce soit dans les... Enfin, je pense que c'est bon aussi de rappeler que quand l'hôtel de ville de Montréal avait mis une femme qui portait le hijab sur la ville. Et là là. Oui, ça avait créé... On a parlé d'un malaise. Ben, c'était plus qu'un malaise. C'est un Ça a créé une tollée. Exactement. Ils ont dû enlever justement l'image. Exactement. Et maintenant, ça fait partie de la loi de renforcement, le PL9. Donc, on ne verra plus de femmes, de l'image. Il y a une publicité dans les communications. On ne verra plus de femmes portant le hijab. Ça me rappelle, tu sais, cacher ce sein que je ne saurais voir. Ben, c'est la même chose. C'est cacher ce voile que je ne saurais voir. Mais moi, ce qui me fait un peu peur par rapport à ça, c'est que moins tu as de représentativité pour les minorités, plus elles vont s'extraire de la société. Et en ça, c'est dangereux. Bah oui, le communautarisme. Ouais. Bah oui. Et très sincèrement, je pense que on a nommé des problèmes, on les a créés, et finalement... ce qui se passe à la fin, c'est comme on a dit, voilà, il y a du communautarisme avec les musulmans, vous savez, tout le langage, les frérismes, machin chouette et tout. Puis à la fin, ce qui va se passer, c'est que
on peut tomber dans quelque chose de vraiment préoccupant pour la société parce qu'en fait, on ne veut plus les voir, donc on va les isoler. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet isolement? C'est ça réellement aussi la question, c'est que est-ce qu'on veut vraiment faire société ensemble? Je pense pas. Wow. Mesdames, pour conclure, comment on change le narratif? Comment on fait société ensemble? On occupe l'espace. On veut nous isoler, mais je pense que non. On peut, oui, c'est un peu comme disait Fatna, oui, il y a de l'adversité, puis oui, c'est lourd sur nous. Oui, c'est lourd, tu sais, d'être dans la résilience, puis tu sais, tout ce champ lexical. Mais la vie fait que, bon, ben, on fleurit dans un état colonial, dans un espace où la majorité, c'est pas nous. Puis, tu sais, nous, comme femmes musulmanes, tu sais, tu parlais de double discrimination. Ben, on parle plus, tu sais, dans la course au privilège, nous, on est en arrière, là. Puis, Firmina, t'es avec nous. Clairement. Fait que... moi, j'ai envie de vivre d'espoir, mais tout en étant pragmatique, tout en sachant que Trump est président, tu sais. Je suis lucide par rapport à ça, tu sais. Mais on doit continuer à occuper l'espace, mettre de l'avant des femmes comme Fatna. Je trouve que c'est précieux, c'est important. Puis, tu sais, Firmina, je te remercie chaleureusement de le faire. Moi, je dirais que c'est ça, occuper l'espace. Juste dire que ça revient pas à moi. Hein. Fatna, elle a quand même accepté. Et oui. Puis elle a écrit sa lettre aussi. Elle a pris parole. Oui. Elle prend parole très bien sur l'espace. Merci beaucoup. Oui. Merci. Vraiment de façon brillante aussi. Fatna for president. Voilà. Elle est politologue. Hein? On peut s'attendre à ça peut-être. On ne sait jamais. We got you, girl. On verra. Honnêtement, ouais, je te rejoins aussi, Rizlaine, par rapport à ça. Je pense qu'il faut occuper l'espace, il faut prendre parole. Pas forcément monter genre, directement sur la scène publique, mais je pense même aussi dans nos entourages. Éduquer les gens sur ce que c'est. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec aussi mes amis, les personnes que je peux avoir dans le milieu aussi académique, leur expliquer que non, genre c'est vraiment quelque chose qui est doublement discriminant parce que c'est une islamophobie qui est genrée, qu'il y a des processus d'invisibilisation, que quotidien, ça se ressent, puis ça se vit, ça se pratique. Et je pense que c'est vraiment de l'éducation commune à faire parce que le gros problème dans tout ça, c'est l'ignorance. Et c'est aussi ce qu'on voit. Hein. Il y en a aussi qui vont adopter des discours et y adhérer parce qu'ils sont loin finalement de cette réalité. Ils sont loin du multiculturalisme, ils sont loin en fait de voir aussi ces femmes qui portent le hijab. Elles ne les connaissent pas à part ce qu'elles entendent de ça. Donc je pense que c'est aussi important de pouvoir s'éduquer tous ensemble par rapport à ça, de prendre parole et de soutenir celles qui prennent la parole, je pense. C'est très important parce que, voilà, moi je le fais ici, mais je suis pas la première. Il y en a eu beaucoup avant moi qui l'ont fait. Il y en a eu beaucoup avant moi qui ont tenté de le faire, qui n'ont pas réussi, mais qui ont déjà apporté des clés solides pour qu'on puisse au moins bidouiller quelque chose ensemble. Et c'est ça, oui. Ouais, la sororité, c'est l'espace le plus fécond pour nos luttes. C'est ça, c'est ce qu'on se disait. Je pense le vecteur commun, c'est vraiment la sororité. Et puis, je pense que c'est très important de le rappeler, mais il n'y a vraiment pas plus beau et plus fort et plus, comment dire, fructifiant que la sororité. Et en ça, s'il vous plaît, mesdames, arrêtez de penser qu'on est divisés. Ah ben oui, on va arrêter la compétition. On est ensemble. Mais oui. J'aime ça. J'ajouterai. Je vous remercie, mesdames, pour cette belle conversation. Merci à toi.